Salut les curieux, salut les curieuses du dev, on reprend le podcast avec quelques petites formations ces derniers temps, j'ai pas pu continuer. Bref, me revoilà. Alors, je referai un petit épisode là juste après celui-ci au sujet des dernières mises à jour sur les librairies en cours qu'on suit nous, celles qu'on forme, autour de React, d'Angular, de .NET. Il y a pas mal de belles nouveautés, par exemple Maui qui avance bien, etc. Bref, ça on en reparlera, c'est le sujet du prochain épisode. Sur ce sujet-là, sur cet épisode-là, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui en fait accompagne tous les développements que j'ai pu faire et surtout l'accompagnement des juniors en fait qui arrivent dans une boîte et qui apprennent le dev. Et cette discussion, elle vient d'un échange que j'ai pu avoir avec un collègue, un bon copain, qui n'est pas dev, en fait, et qui fait du dev. Donc du coup, ça a été vraiment une discussion qui était super intéressante, super riche, et qui m'a permis de mettre en miroir ce que nous on fait en tant que dev, ce qu'il y aurait à faire, ce qu'il y a à faire, et ce qui pourrait ne pas être fait. Et waouh, vous avez vu, ça fait très teasing politique. Allez, on commence tout de suite sur cet épisode, donc au sujet du développement et des bonnes pratiques. Donc pour remettre un peu en contexte, qu'est-ce qui se passait? C'est donc un copain un bon copain qui est en train de développer un outil. Cet outil a pour but après d'être en fait le support de la création d'une startup. Oh, rien de très original ou de plus original que ce qui est d'habitude. Mais bon, l'outil est développé dans un langage qu'il y en a qui adorent, d'autres qui n'aiment pas. PHP, moi par exemple, j'aime pas du tout ce langage. Je crois que vous le savez si vous suivez cette chaîne. Mais bon, chacun ses goûts. Je suis pas là à dire que c'est bien ou mal, même si le PHP est pas bien. Non, bon, j'arrête les trolls. Ce qui est intéressant à noter, c'est quoi? C'est que le choix du PHP, c'est fait pourquoi? Pour cette personne. En fait, le choix du PHP, c'est fait parce que le langage était connu, il avait été appris, et puis en fait, le PHP, il y a quand même énormément de ressources pour l'apprentissage. C'est quasiment un des langages les plus connus, je dirais, du monde dev quand on vient du monde pas dev. Moi, j'ai cette impression-là. Avec le JavaScript, et encore le JavaScript, je le trouve plus compliqué d'accès. Le PHP a l'air assez simple. Moi, personnellement, je trouve qu'il est très compliqué par rapport à sa syntaxe, par rapport à ses choix même derniers. L'anti-slash pour le namespace, quoi, des aberrations. Mais bon, voilà. Donc, c'est déjà le premier point à discuter, c'est quel est le langage, moi, en tant que junior, je vais prendre quand je suis dev junior. Et là, en fait, on peut se dire, ok, je peux apprendre avec tout langage. Non, moi, je considère qu'il y a des langages qui sont plus faciles d'accès et qui permettent d'apprendre plus facilement. Et je vais prendre un exemple qui va faire hurler la communauté des devs, et j'assume totalement. WinDev. Non, je rigole, pas WinDev. Non, non, non. WinDev, ce sera pour un autre parti. Je vais prendre le Visual Basic. Ouais, quoi, t'es fou, Evan, le Visual Basic, écoute, c'est un langage trop haut niveau, etc. Non, en fait, il y a un côté super bien sur l'apprentissage, c'est qu'en fait, le Visual Basic étant très verbeux, il y a quelque chose qui est magnifique là-dedans, c'est que quand on fait dim a as integer, on fait dim, je dimensionne a ma variable as comme un entier. Et je trouve que dans l'apprentissage, dans la compréhension de ce qui est dit, c'est beaucoup plus clair que int a, point virgule. Et là arrive, en fait, pourquoi on choisit tel ou tel langage pour apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre ce langage pour la suite. Ça veut simplement dire qu'actuellement, des juniors qui sont en pleine reconversion vers le dev, vont amener, ça va amener cette réflexion de qu'est-ce que je dois apprendre en premier. Alors moi qui viens du monde, je viens du monde basique, donc peut-être vous allez me dire, ouais Evan, en fait, sacrilège, tu fais pas partie de la communauté des développeurs C, etc. Et développeurs C, si, en fait, parce qu'en fait, ça va faire plus de 20 ans que je fais 22 ans que je fais du dev C, C++, C Sharp, JavaScript et Java, clairement. Mais je considère que c'est pas les meilleurs langages pour faire une entrée, une mise en bouche. Voilà, de mon point de vue. Après, le PHP, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de ressources. Donc, c'est le deuxième point en tant que junior. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive et que je vais apprendre? Je vais chercher aussi là où il y a des ressources. Et beaucoup vont partir sur tu fais du PHP. Deuxième point en fait de la discussion, c'est ok, moi je fais du PHP, c'est assez simple le PHP, même si j'ai pas trop compris comment fonctionne le web. Bon, j'ai compris que quand j'écris certaines lignes, ça génère quelque chose sur ma page, et j'ai compris que je pouvais écrire des if, des else pour amener des conditions sur ma page. Bon, je comprends à peu près que mon moteur génère du web. Là, attention, je suis plus du tout dans la critique ou dans l'analyse de ce qu'a fait le copain, pas du tout. Non, c'est essayer de généraliser à ce qui se passe quand on est junior dev. Et clairement, là, ça mène, ça fonctionne. Et quand je vais réaliser une page web avec du HTML, si je connais un peu le HTML, voire très bien le HTML, CSS, ça fonctionne. Et si en plus je veux être rapide parce que j'ai envie de développer un POC pour prouver mon idée, ça fonctionne. Et ça fonctionne même très bien, c'est super rapide.
Et puis, bah, du coup, vous imaginez bien là où je vais en venir, non? Quand on est dev, bah, ça fonctionne rapide comme ça, à l'arrache, j'écris, et puis bah, c'est bien, ouais, ok, quand l'outil se développe, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous le voyez venir. Il y a le copier-coller qui va arriver petit à petit. Ouais, mais le copier-coller, c'est vachement pratique en fait, parce que du coup, si je modifie un endroit, je modifie pas l'autre. Donc comme ça, si j'ai 50 fichiers qui ont a priori à peu près le même code, plus ou moins à peu près le même code, et que si en plus je fais travailler des petits devs ou des grands devs qui bossent sur chacun un fichier, je suis tranquille. Alors que si je crée une classe qui va être appelée partout, hein, ce qu'on apprend nous en formation, ce qu'on apprend sur le tas, ce qu'on appelle la généralisation de code, la factorisation de code, eh bien en fait, j'ai une dépendance à tous ces fichiers. Et c'est là que je voulais en venir le deuxième point. En tant que bonne pratique de dev, on apprend ce fameux dry, même s'il a ses limites. Il a ses limites qui nous doivent nous guider aussi. Mais au début, on l'apprend scolairement. Ok, là, je répète mon code. Là, je répète mon code. Donc, don't repeat your code, yourself. Je vais factoriser. Quitte à créer des classes ou des fonctions qui sont des fois plus alambiquées même que le code qu'il y avait. Et du coup, là, ça m'a mis déjà en miroir, c'était super intéressant de voir qu'en fait, le besoin n'était pas tellement important pour lui. En même temps, moi, je lui dis, écoute, si t'as pas que des juniors qui viennent sur ton projet, et si t'as des devs expérimentés, je peux t'assurer que derrière, ils vont reprendre le projet, et ils vont dire, écoute, là, faut factoriser, là, faut factoriser, là, faut factoriser. Mais ça mène une question à côté, c'est, ok, lui, en tant que dev, les notions de factorisation, il les comprend, mais est-ce que il a ses habitudes de vérification? Comment vérifier les dépendances entre une classe et une autre? Déjà, on va essayer d'éviter le fort couplage, hein, vous connaissez, forte cohésion, clairement, mais en fait, c'est immense comme principe derrière. C'est que en factorisant, on crée de la dépendance. En fait, en factorisant, on crée de la dépendance. Et ça, en fait, ça m'a mis de plein fouet en face ce principe qui pour moi normal, mais qui en fait derrière, quand on veut éviter cette dépendance pour éviter les bugs, tant pis si on a répété, tant pis si on a corrigé. Après tout, c'est pas grave, on va pouvoir isoler les problèmes. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est la limite de ce système quand on n'est pas dev et qu'on n'a pas cette culture et cette expérience, cette expertise de ne pas copier-coller. Et c'était vraiment le point. Deuxième point, en fait, c'était dans la discussion, voilà, je suis en train de développer, j'ai des devs, et j'ai des devs qui travaillent avec moi. J'ai des devs qui sont un peu partout dans le monde entier. Ça, chacun ses choix, hein. Mais voilà, je suis une startup qui n'a pas de thunes, comment je fais pour développer s'il n'y a pas que moi? Parce qu'ils développent, mais il y a une partie qui l'accompagne, des devs qui sont un peu partout dans le monde, ou en France, je sais pas. Ça me regarde pas. Et en fait, du coup, c'est chacun dev sur une partie. Ok. Et chacun. Tiens, moi, en tant que Evan, j'aimerais bien regarder le code qu'ils font, tiens. Donc je lui ai proposé ça. J'aimerais bien regarder le code qu'il fait. Et du coup, j'ai regardé le code. Et j'ai regardé le code en. Vous y attendez ça? En prod. Alors je critique pas du tout ce qu'il a fait. En fait, je suis en train de montrer c'est comment nous devs on peut arriver sur un projet où et c'est hyper fréquent en fait. On va arriver sur un projet qui est un projet startup développé par quelqu'un qui sait qui a un touche à tout et c'est superbe. Moi je trouve ça magnifique être capable de faire ce qu'a fait mon ami. C'est extraordinaire. Par contre en tant que dev, nous ça nous fait hérisser les poils. Parce que il est en train de publier directement en prod. Donc les devs publient directement en prod. Et c'est des devs qui ont une culture du dev qui est peut-être pas celle que nous on a en France peut-être, aux États-Unis, je dirais de manière occidentale je pense. Et quand on vient pas du monde autodidacte en tout cas. Ou pas d'ailleurs, hein, on l'a appris aussi, hein, je pense en autodidacte. Moi je viens du monde autodidacte et un peu formation, donc c'est un mélange des deux. Même si j'ai beaucoup plus appris en autodidacte qu'en formation. Bon, anyway. Et donc du coup, hommage quand même à certains profs, hein, quand même, qui m'ont quand même bien fait avancer. Certains mentors sont toujours importants. En tout cas pour moi. Et du coup, en revenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'étais en train de regarder du code en prod. Et je dis, mais attention, là, tu es en train de publier en prod. C'est hyper dangereux. Ah bon, pourquoi c'est hyper dangereux? Parce que si tu modifies un truc directement en prod et qu'il y a un impact, quel impact il peut avoir? Ouais, mais imagine, tu as un bout de code qui se trompe, qui est en train de mettre à jour en base de données, qui fait virer toute la base de données, en tout cas une partie des données. Ah oui, d'accord, oui, je l'avais pas vu comme ça. Et là, ça devient intéressant, c'est que là, on voit que les bonnes pratiques de dev, là, vont être intéressantes. On ne publie jamais en prod directement. Je dirais qu'en tant, en tant que dev, on le connaît, ça. Ouais, mais quand même, moi, je trouve ça intéressant de se dire que, encore intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes, bien sûr, hein, dans ce podcast. Je me fais l'autopub, c'est marrant. Mais je trouve que c'est un point, une prise de recul, c'est ok, d'accord, on a ce système que nous, on connaît on publie jamais en prod. On met jamais par exemple aussi les connection strings en dur, hein, les accès à la base de données en dur dans le code. Ok, très bien.
Mais comment faire pour que la rapidité d'exécution et de livraison qui est je publie en prod directement, je veux dire, c'est imbattable hein, de base, je veux dire, au sens l'instantané, qui a besoin quand on développe une startup. Comment on peut faire pour que nous, développeurs, on puisse respecter ça et qu'on puisse quand même aller vers là pour une startup. Parce que c'est ça en fait, les startups, elles n'ont pas envie de l'usine à gaz et de la machinerie qu'on est capable de mettre en place pour certaines grosses entreprises, certains gros projets, où là on peut se permettre cette routine de livraison bien, avec tout ce qu'on a paramétré, c'est trop bien. Mais à un moment donné, si on doit être rapide, on dit bah attends, faut tout tester, et puis là ça y est, ça commence à gueuler. Comment on peut arriver à ce que fait par exemple ce qui a été véhiculé, est-ce que c'est une légende ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas il y a un bon article de Netflix qui en a parlé, la publication quasiment plusieurs fois par jour. Comment on peut faire ça tout en gardant un process de j'ai mon dev, ma recette et j'ai ma prod. Voilà, ça c'est les questions. Et ma recette, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je peux pas mettre en place un système de test? Et c'est là où moi je veux arriver. Vous voyez, là je suis toujours dans cette réflexion-là. C'est comment éviter ce côté capitalistique hein, qui des fois me dérange, moi en dev, où on cherche à toujours aller plus vite, tout en gardant, nous, la possibilité de prendre du recul, avoir ce côté analyse, qualité logicielle, rigueur, tout en évitant le côté je veux trop vérifier parce que j'ai peur de. Et en même temps, appliquer le principe que en startup, on doit aller vite, on doit aller très vite en dev, et même si on doit amener la qualité, il va falloir trouver c'est pas incompris, un équilibre entre la qualité et l'équilibre de rapidité, entre la volonté de rapidité. Et voilà, ça c'est un point qui est pour moi hyper réapprenant, hein, parce que c'est ce que je véhicule depuis toujours en fait, que j'ai un peu d'expérience en dev. Et enfin, un dernier point. Je crois que vous avez entendu, les devs publient directement en prod. Et imaginez bien que ils n'ont pas de Git. Et là, je vous entends hurler, ah, au secours, mais c'est fou, ah, c'est dangereux, mais qu'est-ce que tu fais? Jamais on doit faire ça, etc. Ouais, maintenant on prend un peu de recul, aussi pareil, en tout cas moi j'en prends, et on regarde ce qui se passe. Donc c'est quelqu'un qui dev, qui n'est pas dev. Et du coup, c'est lui rajouter encore de la lenteur. Et Git, c'est pas simple. Si on veut l'utiliser bien, c'est pas simple. Mais si, c'est hyper simple. Voilà, il suffit de faire git commit, machin. Ok, c'est des lignes de commande à apprendre. Ouais, mais tu peux automatiser Visual Code. Donc il doit apprendre Visual Code. Non, mais c'est hyper simple dans Visual Code. Oui, parce que tu connais. Et quand tu as l'habitude quand tu as tes petites habitudes de dev, non dev, à développer rapidement, à l'arrache, tu as ton petit notepad, c'est bon, quoi. Ça va très vite. Je publie c'est imbattable, en fait. Dans la livraison, c'est imbattable. Et pourtant, derrière, ce qui est fou, c'est de se dire que Git, il est essentiel. Donc, comment réussir, et ça, c'est la question, moi, que j'ai eu plusieurs fois à répondre, hein, comment réussir c'est pas convaincre, mais à expliquer, donner envie de l'utilisation de Git et accepter de perdre un petit peu de temps pour en gagner dans le futur, dans les livraisons, dans les tests, dans le suivi, dans le contrôle, dans la maîtrise de ce qui est fait. Et c'est là que la discussion est là. C'est comment faire aussi qu'on n'entre pas encore dans ce fameux usine à gaz, cette fameuse usine à gaz. Parce qu'en fait, moi, je remarque qu'aujourd'hui, c'est exactement ça qu'on fait. On fait de l'industrialisation logicielle. C'est magnifique ce qu'on est capable de faire. Hein. Pousser avec Kubernetes, pousser avec tous ces systèmes-là. C'est juste radieux. Moi, je trouve ça... Depuis le temps que je cherche ça à faire, depuis le temps que je vois ça arriver et que j'y ai contribué aussi avec quelques devs que j'avais fait, clairement, c'est cool. Mais par contre, voilà, comment faire pour que un dev puisse y avoir accès sans pénaliser la volonté d'une startup d'aller livrer rapidement et pourtant d'être capable de contrôler et d'amener la qualité. Bon voilà, ça fait 13 minutes que je parle et je vais essayer de résumer tout ce que j'ai dit. Grâce à cet échange que j'ai eu avec ce bon copain, cet ami, du coup, les points que je retiens, c'est quoi? C'est la rapidité, on le sait, doit pas être l'argument pour détruire la qualité. Cependant, la qualité, ça peut amener de ralentissements de livraison. Donc comment garder de la qualité et de tout ce qui est indicateur, protection, sans contrainte de cette envie de livrer rapidement et de pouvoir en plus faciliter l'utilisation d'outils pour commit, par exemple, pour contrôler sans aller trop dans l'usine à gaz qui sert à rien. Le principe Yagni, you ain't gonna need it, t'en as pas vraiment besoin en fait. Hein. Et chercher à faire simple kiss. Et ça peut être presque le mieux en fait, sans aller vers le no-code, qui pour moi, pour certains trucs c'est génial, hein, mais pour du vrai dev c'est une aberration aussi. Voilà, c'est cette limite-là. Bon,
On peut débattre pendant longtemps, mais je trouve que ça peut être intéressant que ça nous guide en dev. Encore aujourd'hui, où l'ère de tout ce qui est industrialisation fonctionne très bien. Ouais, mais en fait, j'entends beaucoup de choses où, ouais, on doit livrer tout, mettre tout en place, etc. DevOps. Ok, ok. Comment faire pour que ça soit une vision et que ce soit des étapes qu'on puisse avancer? Parce que le fameux pas à pas, moi, je pense que c'est bien mieux que d'aller tout faire d'un seul coup. Il y en a qui me diront, ben non, parce qu'en fait, ça mène du legacy, etc. Oui, c'est clair, mais comment guider ça? Comment accompagner ça? C'est ça, moi, je trouve, qui doit nous guider en tant que dev et s'inspirer en fait de ces non-devs qui font du dev et comment les accompagner et comment faire que nous, ben, on peut les préparer ou se préparer à recevoir leur code parce qu'à un moment donné, on recevra leur code et comment faire pour pas les attaquer et comment faire pour les accompagner et aussi comment faire pour reprendre leur code sans que ça nous fasse hérisser les poils ou avoir du dégoût même. Hein. Bon, voilà, ça fait 15 minutes. Je vous laisse à discuter, au plaisir d'échanger sur ce sujet-là. Et je vous dis à très vite pour d'autres sujets. Bah, le prochain, là, ça va être sur les librairies, dernière mise à jour. Ciao, ciao. Codez bien et jouez bien. Salut.